Madame, Messieurs, chers internautes d'Ivoire TV, bonjour. Merci de suivre les rendez-vous de l'immobilier. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette émission. La rubrique L'entretien du jour nous conduira aujourd'hui chez le notaire. Rassurez-vous, il ne s'agira pas de transactions immobilières, mais bien sûr de vous donner les outils nécessaires afin de vous éviter les pièges, tous les pièges des arnaqueurs aujourd'hui en Abidjan. Eh bien, le notaire dont il sera question aujourd'hui pour cette émission, pour cette rubrique L'entretien du jour, est Maître Georges Bois-Christian. Il est notaire à la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Alors, Maître Bois, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous suivent? Je me nomme Bois-Georges Christian. Je suis notaire, titulaire de la 21e charge de la Cour d'appel de Yopougon et j'exerce depuis 2009. Nous avons été nommés le 4 juin 2009, nous avons prêté serment le 30 juillet 2009 et par la suite j'ai ouvert mon cabinet. D'accord. Alors, en deux mots, comment devient-on notaire? Alors, pour devenir notaire, les textes prévoient une procédure qui exige 6 années de stage auprès d'un notaire déjà en fonction, en exercice. Et pendant ces 6 années, vous apprenez le métier. Et même pour pouvoir justement avoir accès même au stage dans une étude de notaire, la Chambre des notaires a organisé des textes, ou organise des textes, pardon, qui permettent donc de recruter tous ceux qui sont intéressés par la profession. Et ceux qui réussissent donc le test sont affectés dans les études de notaire où ils passent 6 années de stage. Après ces 6 années de stage, il y a un autre test également qui se fait à la fin de la formation et qui permet donc de retenir ceux qui véritablement méritent d'être nommés. À partir de ce moment-là, avec l'approbation du notaire formateur, avec les résultats positifs de l'examen de fin de formation, le ministère donc de la Justice nomme le notaire à qui il attribue une charge. Voici comment est-ce qu'on devient notaire. Mais bien entendu, il faut avoir fait des études de droit. Effectivement, il faut avoir une maîtrise en droit, c'est vraiment la première condition. D'accord. Ok, aujourd'hui nous allons parler de comment éviter les arnaques en matière de transactions immobilières. Alors, parler d'arnaque aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet d'actualité? Oui, oui. Aujourd'hui, le secteur immobilier est émaillé de beaucoup de litiges, beaucoup d'arnaques. Et je pense que c'est un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité. Ok, vous qui êtes dans le milieu des transactions, pouvez-vous nous dire quel type d'arnaques reviennent souvent? Généralement, les arnaques qui reviennent sont celles qui sont relatives à des ventes de terrains ou de biens ou de maisons. Et pour lesquels très souvent les propriétaires, ou ceux en tout cas qui vendent ces biens-là, ne sont pas les véritables propriétaires. Ce sont souvent les cas que nous rencontrons en tout cas ces dernières années. Ah, ok. Mais comment cela se fait-il que des personnes arrivent facilement à se faire gruger? Facilement, peut-être pas. À la vérité, lorsqu'on veut procéder à une acquisition, lorsqu'on veut acquérir un bien, le premier réflexe, c'est de prendre attache avec un notaire. Le notaire va exiger du vendeur les documents légaux qui sont nécessaires à une vente et généralement c'est le certificat de propriété qu'il faut avoir. Si l'on se prétend propriétaire et qu'on veut vendre, il faut avoir un certificat de propriété. Et à défaut, très souvent, dans la chaîne de la procédure d'acquisition foncière, il y a l'arrêté de construction provisoire. Donc très souvent, il y a des personnes qui sont en possession d'un arrêté de construction provisoire qui veulent également aussi vendre leurs biens. Alors, dans une telle condition, la loi veut que l'arrêté de construction provisoire soit publié au livre foncier et que par la suite, un certificat de propriété soit délivré au propriétaire afin qu'il puisse procéder à sa vente. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un certificat de propriété, ça va, ça passe, l'opération se fait de façon très simple. Mais lorsqu'on est détenteur d'un arrêté de construction provisoire, c'est à ce niveau-là parfois que se glisse l'arnaque. Je m'explique. L'arrêté de construction provisoire est délivré par le ministère de la Construction. Parfois également aussi, il y a l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, qui établit des actes administratifs valant arrêté de construction provisoire. Ces documents sont établis en originaux, mais malheureusement en plusieurs originaux.
Le véritable propriétaire va se retrouver en possession d'un original, mais il y a des ampliations qui sont délivrées dans différents services administratifs. Ça peut être au journal d'annonce légale, au GIO. Ça peut être également au ministère de la Construction, au cadastre. Question d'informer ces structures administratives de l'opération qui se fait. Et donc, à partir de ce moment, celui qui est en possession de son arrêté de construction provisoire, qui est donc potentiellement propriétaire dans l'attente de la publication de ses droits au livre foncier, peut se retrouver demain confronté à une autre personne qui se prétend également propriétaire, simplement parce qu'elle a pu obtenir cet original-là aussi dans une des structures où ampliation a été faite. Donc, celui qui est donc faussaire, avec cet original qu'il a pu obtenir, va se faire établir une fausse pièce d'identité et à partir de ce moment, on pourra tromper la vigilance et du notaire et également aussi même des acquéreurs. Des acquéreurs. Ok. Que faut-il faire pour éviter de se faire piéger? Alors, le premier réflexe, c'est d'abord de prendre attache avec un notaire qui prendra le soin de vérifier tous les différents documents qui sont exigés, le certificat de propriété, la situation fiscale du bien, l'extrait topographique, le certificat de localisation et l'état foncier. Toutes ces différentes pièces-là permettent de faire des vérifications. Et également aussi, le notaire se chargera de vérifier l'identité du propriétaire. Bon, c'est à ce niveau parfois que nous nous trouvons confrontés à des difficultés puisque le notaire n'est pas graphologue, il n'est pas détective privé pour pouvoir déceler une fausse pièce d'identité d'une véritable pièce d'identité. Lorsque la pièce est établie à Abidjan, il n'y a pas de problème, on peut faire la vérification. Si c'est dans une agglomération où il y a des autorités administratives, on peut le faire. Mais quand c'est dans des endroits reculés, des attestations d'identité qu'il faut vérifier, cela pose parfois problème. Et ce sont des failles qui souvent sont utilisées pour pouvoir induire en erreur. Sinon, pour éviter de se faire gruger, le réflexe doit être de prendre attache avec un notaire qui, lui, se fera fort de faire toutes les vérifications idoines avant de procéder à la rédaction d'un acte. Je voudrais également aussi faire une proposition, justement dans le sens de réduire, sinon endiguer, le problème de l'arnaque rendu possible aujourd'hui par le fait que des actes administratifs peuvent se retrouver entre les mains de n'importe qui, en tout cas de ceux qui ont accès parfois au chrono des administrations où des ampliations de ces actes-là sont déposés. Ce que je pourrais suggérer éventuellement, ce serait que dans l'hypothèse où l'acte administratif est établi par le ministre, qu'il puisse être estampillé de l'identité de celui à qui c'est destiné. Alors, l'exemplaire qui est remis au propriétaire, au concessionnaire, qu'on marque là-dessus un cachet, marqué exemplaire destiné au concessionnaire. Également, l'exemplaire qui est destiné au cadastre, on marque là-dessus exemplaire destiné au cadastre. L'exemplaire qui est destiné au journal officiel, on marque le cachet journal officiel. L'exemplaire qui est destiné au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, donc censé être conservé aux archives de cette entité, on marque là-dessus également aussi exemplaire destiné au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. De telle sorte qu'il n'y a qu'un seul original entre les mains du propriétaire et c'est celui sur lequel sera marqué le cachet concessionnaire. De sorte que si quelqu'un parvient à obtenir ces originaux-là dans ses administrations, qu'il ne puisse pas s'en prévaloir. Parce que tout simplement, on aura dessus le cachet de la structure dont elle émane. À partir de ce moment-là, le notaire qui a entre ses mains un arrêté de construction provisoire avec le cachet exemplaire destiné au cadastre, il lui demandera, mais monsieur, est-ce que vous travaillez au cadastre pour être en possession de cet exemplaire-là? Mais si par contre c'est quelqu'un qui se présente devant nous avec un exemplaire sur lequel il est marqué exemplaire destiné au concessionnaire, à partir de ce moment, on sait que on a affaire au véritable propriétaire. Bon, son identité sera confirmée par la suite par ses pièces d'identité et par tout ce qui pourra produire dans ce sens. Mais au moins pour ce qui concerne l'acte administratif, on est certain d'être en face de celui qui est supposé être propriétaire de la parcelle. C'est une suggestion qui pourra être analysée par nos autorités et qui me semble pourra réduire quelque peu le taux d'arnaque que nous constatons ces dernières années. Est-ce que les notaires peuvent être complices d'arnaque? Complices d'arnaque, je dirais tout de suite non.
Parce que je ne pense pas que quelqu'un veuille mettre sa carrière à mal en acceptant de se faire complice d'une arnaque. Pour combien de francs même d'ailleurs? La responsabilité du notaire est tellement lourde qu'il ne peut pas s'amuser à ce jeu, surtout qu'il est délégataire de la puissance publique. Généralement, ce qui se fait, si par l'entremise d'un notaire, il s'opère une opération immobilière qui n'aboutit pas, parce que l'une des parties, et généralement le vendeur, était un faussaire, c'est que tout simplement le notaire lui-même a été induit en erreur. Ça peut arriver parce que nous sommes humains, il peut avoir des failles dans les vérifications, mais cela ne fait pas du notaire un complice, loin de là. Jamais un notaire, en son âme et conscience, en connaissance de cause, ne pourrait se rendre complice d'une arnaque. Ok, j'achète un terrain avec un vendeur, je constate que ce dernier l'a vendu à un autre qui détient les mêmes papiers que moi. Que dois-je faire? Si vous achetez un terrain avec quelqu'un qui revend ce même terrain à quelqu'un d'autre, cela suppose que vous avez certainement dû acquérir un bien qui ne faisait pas l'objet d'un certificat de propriété. Parce que le certificat de propriété est délivré en un seul exemplaire. C'est probablement un terrain villageois que vous avez pu acquérir, et dans une telle hypothèse, effectivement, on peut se retrouver confronté à une telle situation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est tout simplement retourner vers celui qui vous a vendu le faux document afin qu'il soit il vous rembourse et qu'il vous rétablisse dans vos droits. Mais avec les papiers que j'ai en main, est-ce que je ne peux pas faire un recoupement pour retrouver les traces légales de ce document? Vous savez, en matière foncière, il y a l'attestation de propriété immobilière qui est délivrée par les autorités coutumières. Il y a le premier document officiel par lequel l'État se saisit ou s'approprie, si vous voulez, la parcelle, qui est la lettre d'attribution. Après la lettre d'attribution, vous avez l'arrêté de concession provisoire. Et après l'arrêté de concession provisoire, vous avez le titre foncier qui permet d'aboutir au certificat de propriété. Vous voyez donc que les étapes sont progressives et elles sont un peu longues. Pour acquérir un bien en toute sécurité, il faut que ce bien fasse l'objet d'un certificat de propriété. Au niveau de l'attestation villageoise, on ne peut pas vous donner de garantie parce que tout simplement le terrain est encore villageois. Il n'est pas encore entré dans le patrimoine en tant que tel de l'État. Il est encore, si vous voulez, inconnu même de l'État. Certes, l'État est le propriétaire régalien de toutes les parcelles, mais il se trouve qu'il y a des droits coutumiers qui sont exercés sur ces parcelles. Et l'État, en purgeant ces droits coutumiers-là, permet donc à ces terrains d'accéder à la vie civile, si vous voulez, en étant en mesure d'être... ces terrains, sont, à partir de ce moment, peuvent être aménagés et vendus. Dans une telle hypothèse, les terrains sont immatriculés au nom de l'État. Et l'État, par la suite, pourra les attribuer à tous ceux qui en feront la demande au moyen de la concession provisoire ou de l'attribution, par une lettre d'attribution. Alors donc, pour revenir à votre question, lorsque quelqu'un est au stade de l'attestation villageoise, on ne peut lui donner aucune garantie. Aucune garantie. Lorsqu'on est au stade de la lettre d'attribution, la loi veut qu'on aille encore en profondeur en demandant l'arrêté de concession provisoire. Une fois qu'on a cet arrêté-là, on paye les droits de l'État afin que les droits soient publiés au livre foncier. À partir de ce moment-là, alors, nous sommes reconnus comme étant propriétaires de la parcelle et nous pouvons donc en disposer. Mais là encore, il n'y a pas de garantie. Non, dès l'instant où vous êtes inscrit au livre foncier, vous avez accompli, si vous voulez, le plus dur. Vous êtes en pleine propriété, l'État reconnaît vos droits, il vous les garantit et il assure la sécurité de votre bien. Ok. Peut-on vendre une forêt et... Peut-on vendre une forêt? C'est possible de vendre une forêt à condition qu'elle fasse l'objet d'un titre de propriété. Un titre de propriété différent du certificat de propriété? Le titre de propriété, c'est le certificat de propriété. Voilà. Alors, que peut-on faire lorsque cette forêt est sans papier? Il faut donc établir le papier tout simplement. Et cela suppose tout simplement le respect d'une procédure que je vais brièvement vous exposer. En ce qui concerne les forêts, on est dans le cadre du Code foncier rural. Et concernant le Code foncier rural, lorsque quelqu'un veut faire valoir des droits sur une parcelle, il commence déjà par requérir le certificat foncier. Le certificat foncier est délivré par le sous-préfet de la localité,
mais après un travail préparatoire qui est effectué par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec les autorités villageoises, les autorités coutumières. Une enquête est diligentée, la parcelle est délimitée et le ministère de l'Agriculture établit un extrait topographique qui permet de présenter, de délimiter la parcelle. À partir de ce moment, une demande peut être introduite auprès du sous-préfet pour pouvoir obtenir la délivrance d'un certificat foncier. Une fois qu'on a le certificat foncier, on peut donc demander à la conservation foncière de nous établir un titre foncier. D'accord, maître. N'importe qui peut-il acheter un terrain en Côte d'Ivoire? Oui, tout le monde peut acheter un terrain en Côte d'Ivoire. La loi, en tout cas pour ce qui concerne les terrains urbains, les terrains urbains peuvent être acquis par toute personne. Toute personne. Maintenant, s'agissant des terrains ruraux, les terrains ruraux sont soit la propriété de l'État ou soit la propriété de personnes bénéficiant de la nationalité ivoirienne. En tout cas, le texte de 98 qui régit le code foncier rural à l'époque déniait la possibilité aux étrangers d'être propriétaires de terres rurales. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2012, un non-ivoirien peut être propriétaire de rien en Côte d'Ivoire. Effectivement. Ok. D'accord. Nous avons fait le tour d'horizon de notre émission. Une autre question. Aujourd'hui, dans la rue, vers l'éviaculture. Voilà. Or, la demande d'espace pour la culture se fait de plus en plus forte. Comment acheter une forêt quand les propriétaires n'ont pas tous les papiers? C'est assez difficile. Généralement, ce sont des accords qui se font entre des personnes et avec le risque que cela peut couvrir parce que dans les villages, généralement, les terres appartiennent à des collectivités, soit à des familles, soit à une communauté rurale. Et acquérir donc une parcelle de forêt pour y cultiver l'EVA, cela suppose qu'on fasse au moins qu'on franchisse au moins les étapes que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire que la collectivité villageoise puisse au moins obtenir le certificat foncier. À partir de ce moment, celui qui acquiert cette parcelle-là et qui la met en valeur est sûr d'être propriétaire du site qu'il est en train de valoriser. Ce qui se passe généralement concernant l'hévéaculture, c'est le bail à météage que les parties utilisent. Le bail à météage, c'est tout simplement un bail qui veut que le bailleur mette à la disposition du locataire sa parcelle avec autorisation pour celui-ci de la mettre en valeur et la récolte est partagée à concurrence d'une clé qui est déterminée par les parties. Ça peut être un tiers pour le propriétaire terrien et 2 tiers pour le locataire qui exploite la parcelle. C'est cette méthode-là qui a cours ces dernières années pour ceux en tout cas qui s'engagent sur le terrain de l'éviaculture à défaut d'avoir une parcelle de terrain titrée que l'on peut acquérir et qui donc à partir de ce moment est la propriété de celui qui la met en valeur et qui peut facilement, qui peut de façon qui peut être mise en valeur avec sécurité pour celui qui en est propriétaire. D'accord. Le 25 juin a eu lieu un séminaire à Yamoussoukro sur le foncier rural. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Quel sentiment cela vous inspire-t-il? Il y a de l'espoir, il n'y a pas d'espoir. Bon. Vous savez, la question foncière est très importante. La terre est l'objet de beaucoup de convoitises et il ne peut pas se faire de développement sans la terre. Et l'État s'est engagé à justement veiller à ce que toutes les terres soient immatriculées, qu'il y ait des numéros de titres fonciers afin que justement ces terrains-là puissent être bancables ou faire l'objet de transactions immobilières. Donc, organiser un séminaire pour se pencher sur la question foncière, surtout sur le code foncier rural, c'était véritablement une démarche salutaire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le problème de la terre est crucial et nécessite véritablement une législation qui puisse permettre de prendre en compte les aspirations et les préoccupations de tous et veiller à fixer des règles qui soient connues, qui soient simples et qui soient praticables pour tous. Parce que le tout n'est pas d'avoir des textes, mais pour que ces textes soient vulgarisés, pour que le commun des mortels puisse savoir exactement comment utiliser ces textes-là pour acquérir un bien.
ce séminaire est bienvenu et j'espère que les résolutions qui ont été prises pourront faire l'objet de textes afin d'être appliquées. D'accord, avez-vous un mot de fin? Le mot de fin, c'est de tout simplement louer ce type d'initiative qui vise à rencontrer des professionnels des secteurs donnés afin d'informer la grande population. Le secteur de l'immobilier est un secteur qui est très sensible et les professionnels du secteur immobilier que sont les notaires devraient assez souvent être approchés pour être informés sur les procédures, être approchés également sur les démarches à entreprendre afin de faire des acquisitions ou des ventes sécurisées. Donc je loue cette initiative que j'encourage et le mot que je pourrais lancer à toute la population, c'est de ne jamais entreprendre une acquisition immobilière sans avoir au préalable pris attache avec un notaire. Alors avec les outils que vous venez de nous donner, les investisseurs depuis la diaspora peuvent-ils tranquillement effectuer les transactions immobilières depuis l'étranger sans problème? Oui, je crois qu'il n'y a pas à désespérer. Nos frères qui sont à l'étranger, nos frères de la diaspora peuvent parfaitement faire les acquisitions. Il y a le site de la Chambre des notaires qui peut être consulté par tout le monde, notaire.ci, qui permet donc de savoir si celui à qui on a affaire est bien notaire. La liste des notaires donc figure. À partir de ce moment, une fois qu'on a assuré que celui qui s'occupe de notre dossier est bien notaire, on peut facilement faire nos acquisitions. C'est tellement que ce dernier prendra attache avec celui qui est intéressé à l'étranger, de sorte à pouvoir faire établir une procuration pour permettre à celui qui doit signer pour son compte ici sur place d'avoir justement le mandat nécessaire pour le faire. Donc effectivement, il est possible pour la diaspora de faire des acquisitions sécurisées pourvu qu'ils aient comme point d'attache un notaire légalement nommé et en fonction en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est sur ces mots que on fait notre entretien du jour. Merci Maître Bois. Merci également à vous. La rubrique Focus Immob, découvrez aujourd'hui en Abidjan un autre genre de promotion immobilière, on les appelle les Sikobois. La vaste opération de déguerpissement des populations habitant les zones à risque en Abidjan, initiée par le gouvernement, n'est pas sans conséquence au niveau de la crise du logement. À proximité souvent des classiques opérations immobilières, se développent des promotions immobilières d'un autre genre, les Sikobois. C'est ainsi qu'on les nomme ici à Abidjan. Il s'agit d'un groupement de baraques construites pour personnes à faible revenu. Et question Sikobois, la demande se fait en ce moment chaque jour grandissante, tant leur tarif dérisoire répond aux besoins des demandeurs. Kodjo Kwakovi, ce ressortissant togolais dans la commune de Cocody, est propriétaire de baraques Sikobois. Conjointement à son métier de maçon, il s'est investi dans cette activité qui lui permet de gagner de l'argent. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Comment vous appelez? Je m'appelle Kodjo Kwakovi. Kodjo Kwakovi. Kodjo Kwakovi. Alors, on voit que vous avez construit des baraques. Pourquoi? J'ai construit des baraques pour aider la population. Pour aider la population? La population, les pauvres. Pour pouvoir gagner un peu aussi pour nourrir ma famille. Pour nourrir la famille. Ok. Comment est-ce que vous est venue l'idée de construire ces baraques-là? Mes idées, c'est pour... Je suis un maçon. Oui. Quand je travaille, des fois, je n'ai pas travail. Je suis à la maison. Donc, ça a venu dans ma tête un jour que je vais faire quelque chose pour voir chaque fin du mois, ça me donne quelque chose à manger. C'est comme ça, mon idée est venue, puis j'ai commencé à faire. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes faire ces baraques, puis ça marchait pour eux, puis maintenant vous vous êtes lancé? Bien sûr. Ouais. Ok. Mais est-ce que quand on fait ces baraques-là, ça marche? Est-ce que les gens demandent? Oui. C'est un truc qui marche? Ça marche. Mais des fois, si les gens en difficulté n'arrivent pas à payer, c'est ça qui est un peu... Ah, d'accord. Est-ce que vous avez encore des baraques de libre? Non. Vraiment... Tout est déjà pris. Hein? Déjà pris. Ah, ok. Et à combien louez-vous vos baraques? Je loue 10 000 francs par mois. 10 000 francs par mois. Et combien de mois de caution? 3 mois de caution, 2 mois d'avance. 3 mois de caution, 2 mois d'avance. 2 mois d'avance. Ah, ok.
Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le travail que vous faites? Si les gens sont dans un problème, ils n'arrivent pas à payer. Bah, on dit on paye du 5 au 10. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à payer. Les 10 000 francs là? 10 000 francs là, ils disent non, qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont un problème, leurs enfants sont malades. Donc, bon, des fois, on arrive à comprendre le problème social qui agit sur nous. C'est que les petits problèmes on rencontre. Voilà. Est-ce que vous avez souvent est-ce que vous avez souvent des problèmes avec les propriétaires des terrains? Oui, bien sûr. Quels sont ces genres de problèmes-là? Des fois, quand les gens ne payent pas, et puis on n'envoie pas les primes qu'ils disent là, c'est ça qui envoie des problèmes. Ah, d'accord. Donc, les propriétaires vous demandent des primes? Une prime, pas une baraque. Par baraque? Par baraque, oui. Comment ça se passe? Bah, on dit une baraque, tu payes une baraque sur le terrain, tu payes le pourcentage 3 000 francs par mois. 3 000 francs par mois. 3 000 francs par mois par baraque? La baraque, oui. Alors, donc, sur les 10 000 francs, vous leur donnez 3 000? 3 000 francs, nous on a 7 000. Ah bon? Ok. Pour cette cité que vous avez construite, il y a combien de toilettes? Il y a 3 toilettes. 3 toilettes. Et 3 WC. 3 WC. Vivement que les autorités trouvent une solution à cette crise du logement qui sévit en ce moment en Côte d'Ivoire, où le déficit est estimé à 40 000 logements par an. Espérons seulement que les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pourront être soutenus par les investisseurs étrangers. Bien, chers internautes, découvrez dans Imob Actu que le prix de l'EVA bientôt sera en hausse en Côte d'Ivoire. Chute du prix du caoutchouc. Les producteurs de caoutchouc s'unissent pour faire remonter les prix. Depuis le mois de mars 2012, le prix de l'EVA ne cesse de chuter. Ainsi, le kilogramme de caoutchouc est passé d'environ 1000 francs CFA à 400 francs CFA. Cette baisse s'explique par le ralentissement de la croissance mondiale, la crise en zone euro et le recul des ventes d'automobiles dans le monde. Toutefois, depuis la semaine dernière, l'horizon semble s'éclaircir pour les producteurs après que les 3 tigres d'Asie, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie aient conclu un accord pour réduire leur exportation pour agir contre la baisse des prix du caoutchouc. C'est ainsi que les 3 pays qui concentrent à eux seuls 70% d'une production mondiale annuelle de 10 à 11 millions de tonnes retireront ensemble 300 000 tonnes de caoutchouc naturel du marché des exportations, dont 150 000 tonnes pour la Thaïlande, là où l'Afrique n'a que 5% du caoutchouc mondial. Le 16 août dernier, à cette annonce, le contrat à terme octobre sur le caoutchouc naturel sur les cours de Tokyo, qui avait chuté de 40% ces derniers mois, a gagné 4%, ce qui augure déjà un horizon favorable pour les éviaculteurs. Une identification des planteurs et pépiniéristes d'EVA a démarré le 9 août dernier et prendra fin le 9 septembre 2012. Cette opération a été lancée par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, afin de lutter contre le vol des fonds de tasse. Plus de 20 000 producteurs se sont déjà fait recenser sur un total de 74 000. Les pièces à fournir sont une pièce d'identité en cours de validité, une photo d'identité, un reçu de chaque usinier chez qui vous avez déjà vendu pour les planteurs en production et un document attestant de votre propriété de la plantation. Il est par ailleurs à préciser que bientôt, sans être identifié et sans carte électronique, toute personne se verra refuser le droit de vendre son caoutchouc aux usiniers. Eh bien, c'est ici que prend fin notre émission de ce jour. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission Les Rendez-vous de l'immobilier. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps, très bientôt, pour un autre numéro des Rendez-vous de l'immobilier. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.